Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre grand-père, André Citroën, a tracé sa route et ouvert la nôtre grâce à des voitures entrées dans l'histoire. Tout n'a pourtant pas toujours roulé pour lui et vous avez entamé un combat pour que sa postérité prenne le chemin du Panthéon. Bonjour Henri-Jacques Citroën. Bonjour Jacques et merci de m'avoir invité. Écoutez, je vous ai invité pour qu'on parle d'André Citroën, votre grand-père, mais aussi parce que vous avez entamé une démarche pour le faire entrer au Panthéon. Donc c'est un sujet passionnant et on a ici une émission où ça roule pour vous le samedi où on parle de voitures. Et bien écoutez, là on va parler de voitures et d'André Citroën à travers des dates clés puisque c'est le principe des clés d'une vie. Et la première date que j'ai trouvée, elle est importante, je crois, dans la vie de votre grand-père André Citroën, le 31 mars 1889, une inauguration historique. La tour Eiffel est toujours là. Bonjour la tour, bonjour, bonjour Paris. C'est vrai que la tour Eiffel est inaugurée ce jour-là par Gustave Eiffel, c'est Mistinguett qui l'a chanté. Et ce jour-là, Gustave Eiffel fait les honneurs de la tour la plus haute du monde à un groupe. Il gravit les 1710 marches qui mènent au sommet et il y a 21 coups de canon. Et je pense que cette tour Eiffel a été très importante pour André Citroën. Oui, effectivement, quand il était adolescent, et il l'a vu grandir, la tour Eiffel, et il allait souvent voir son évolution. Et avec son âme d'ingénieur qu'il allait être, parce qu'il n'était pas encore rentré à l'école polytechnique, on appréciait cette prouesse technique. Et d'ailleurs, après, il a rendu d'une certaine manière hommage à la tour Eiffel. Il s'est associé à la tour Eiffel en mettant son nom pendant 10 ans, puisque pendant 10 ans, beaucoup de gens ne savent pas, mais Citroën était marqué du haut jusqu'en bas. Voilà, et on va en parler justement tout à l'heure. Il se trouve que André Citroën avait également une passion pour Jules Verne, je crois, qui était un avant-gardiste comme lui. Qui était un avant-gardiste et puis qui à travers ses livres, nous a fait découvrir le monde. Oui. Et ça l'a beaucoup marqué je pense quand il a imaginé la traversée du Sahara, la croisière noire, croisière jaune, dont on va probablement parler tout à l'heure. Je pense que ça a joué. Alors, il se trouve que Jules Verne avait aussi beaucoup d'humour, on ne le sait pas. Il a vécu à Amiens et il évoquait ses longues journées de travail en disant « Je suis une bête de somme ». C'est pas mal, ça. Oui, c'est bien. Alors, André Citroën, d'abord, il est né dans une famille de 5 enfants. Je crois qu'il est le dernier enfant de la famille. Oui, c'est ça, oui, effectivement. Et je crois que ses parents sont des immigrés. Son père, Bernard, était un diamantaire juif néerlandais. Voilà, la famille émigre en France donc au 19e siècle. Et le père d'André Citroën, effectivement, est hollandais. Sa mère est polonaise. Et lui, André Citroën, devient français à l'âge de 18 ans pour pouvoir rentrer à Polytechnique. Donc c'est vraiment une famille d'immigrés. Et si on pousse la chose un petit peu plus loin, ma mère était hongroise, naturalisée suédoise, je suis né en Espagne, j'ai un beau-frère qui est danois, on est une famille qui est vraiment européenne. Oui, et d'autant plus que jadis, je crois que l'arrière-grand-père d'André Citroën, il était marchand d'agrumes aux Pays-Bas, et le nom de Citroën vient de citron, justement. Voilà, au début, la famille, effectivement, au début du 19e siècle, s'appelait en Hollande Limonman. Et ils l'ont transformé ensuite en Citroen, qui veut dire citron en hollandais. Et quand la famille est arrivée en France, le tréma a été rajouté lors de l'inscription d'André Citroën à l'école pour faciliter la prononciation. Oui, parce que sinon on l'appelait Citroën. C'est on ne savait pas Citroën, oui, voilà, effectivement. Alors, le drame d'André Citroën, c'est que son père se suicide quand il a 6 ans, lui, à la suite d'une affaire catastrophique, d'un placement catastrophique. Donc son père qui était diamantaire, oui, avait fait un investissement, ce qui était un peu à la mode paraît-il quand on était dans ce métier, dans des mines en Afrique du Sud, et l'investissement se termine mal, il perd de l'argent, mais ça ne met pas en jeu son patrimoine. Il n'était pas ruiné, mais il avait perdu beaucoup d'argent, ça l'a démoralisé. Et puis un jour, il n'a pas supporté cet échec et il s'est habillé avec son plus beau costume et il a sauté par la fenêtre. Alors que tout le monde le protégeait, sachant qu'il allait mal. On n'est pas arrivé à le protéger. Oui, exactement, on n'est pas arrivé. Et puis voilà, c'est ce qui s'est produit. Mais c'est très important ce que vous dites pour la suite, parce que l'épouse, la mère d'André Citroën, prend tout d'un coup les rênes de l'entreprise, alors qu'elle n'était pas du tout dans les affaires. Et elle donne une éducation très encourageante,
très chaleureuse, vraiment une éducation qui était exemplaire. Et André Citroën a été très marqué de voir sa mère prendre les rênes courageusement d'une entreprise, alors qu'elle n'avait jamais fait. Et en plus de ça, leur donner une éducation qui leur a permis à tous d'aller loin. Et ça a été très important pour la suite. André Citroën, on en parlera, a donné toujours un traitement très spécial, très favorable, ce qui était nouveau pour l'époque, aux femmes et dans l'usine et de manière générale. Bien sûr. Alors, il se trouve qu'il fait ses études au lycée Condorcet, qui a une particularité, c'est l'un des rares lycées parisiens qui n'ait jamais eu d'internat. Et lorsqu'on était en pension, on couchait chez les maîtres de pension du quartier. Je ne sais pas si vous le savez. Ah non, je ne savais pas ça. Alors, il se trouve donc qu'il intègre l'école polytechnique parce qu'il est très bon à l'école. Et tout de suite, ça marche très bien. Simplement, l'école polytechnique, il pourrait entrer dans les grands corps d'État, mais il n'a pas un classement suffisamment bon pour y aller, je crois, Henri-Jacques Citroën. Oui, il n'a pas un classement suffisamment bon. Et puis, il se passe aussi quelque chose avant qu'il termine les études à Polytechnique, c'est qu'il se rend en Pologne pour voir sa famille, ce qu'il n'avait jamais fait jusque-là. Et à l'occasion de ce voyage donc de vacances, quelqu'un de la famille qui l'emmène visiter une petite usine qui se trouvait près de Varsovie. Et en visitant l'usine en question, qui était une fonderie, il voit dans un coin un engrenage avec les dents qui ont la forme des chevrons. Donc, immédiatement, en tant que futur ingénieur, il demande qu'est-ce que c'est. Et on lui dit, c'est quelque chose qu'on vient d'inventer. On pense que ça va donner plus d'efficacité à la transmission de puissance, que l'engrainement des engrenages sera plus silencieux, bref, toute une série d'avantages. Et il se dit, mais écoutez, c'est trop génial. Voyant à l'intérieur de lui-même que l'industrie française allait connaître un essor, il se dit, je vous achète le brevet. Et il a acheté le brevet et il a transformé en même temps la technologie. Exactement, parce que il achète le brevet, mais il fallait imaginer construire la machine qui allait tailler les dents. Oui. C'était pas une mince affaire, et donc il le fait. C'est sa première entreprise, et c'est pour ça que lui, il rentre tout de suite dans les affaires, mais dans son affaire. Oui, mais je pense que cette amélioration, il s'est inspiré du principe des machines-outils américaines. Parce que je crois que il a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose à copier. C'est-à-dire qu'il a toujours été impressionné dès le départ par les progrès techniques, les progrès technologiques qui étaient observés aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'il est allé, avant la Première Guerre mondiale, aux États-Unis, pour se rendre compte par lui-même de ce qu'était l'organisation industrielle du travail, le taylorisme. Et il s'est rendu compte qu'il allait falloir s'appuyer sur les Américains pour pouvoir progresser vite. Et parmi ses premières inventions, je crois qu'il y a une fraiseuse très particulière, une fraiseuse qui est une des premières révolutions de l'histoire de l'automobile. Bon, je le savais, mais je ne peux pas m'étendre sur le sujet parce que c'est très technique. C'est très technique, mais je vois que vous savez tout. Alors, il se trouve qu'il y a le service militaire et puis ensuite l'héritage familial. Il va l'investir dans sa première entreprise avec ses copains de lycée, je crois, André Citroën. Tenez-vous parler de Citroën, Istine et compagnie. Oui, c'est les engrenages. C'est les engrenages. Les engrenages, oui. Absolument. Il y a l'entreprise des engrenages qui, effectivement, connaît un vif succès pendant des années et qui existe encore, d'ailleurs, l'entreprise, soit dit en passant. Elle s'appelle CMD, c'est un des leaders mondiaux. Mais en 1908, la Société des automobiles Morse, qui avait entendu parler d'André Citroën comme étant quelqu'un d'efficace, l'appelle pour redresser l'entreprise en question. Et donc, il accepte la mission. Et c'est là qu'il va aux États-Unis pour voir un peu comment faisaient les Américains déjà dans le domaine de l'automobile. Donc, c'est important parce que c'est le moment où il prend contact avec l'univers de l'automobile et en même temps avec cet univers de la technologie américaine. Ça va être important pour la suite. Voilà. Et en même temps, il va donc créer ses entreprises et il va être à côté des frères Morse qui ont eux-mêmes leur entreprise à Paris lorsqu'il va s'installer, je crois, à quai de Grenelle. Les frères Morse, oui, puisque c'est l'entreprise qui redresse. Voilà c'est exactement. En même temps, lui, il s'installe à côté avec ses engrenages et il travaille de la même façon. Et d'ailleurs, je crois qu'il est arrivé au bon moment pour tout cela, André Citroën, parce que les moteurs électriques se développaient et c'est le hasard ou le destin, c'est le moment où il a créé ses engrenages. Mais il arrive, il est au bon endroit, au bon moment, mais pour y être, il faut le vouloir aussi, et puis il faut prendre des initiatives. Mais effectivement, il est à un moment où tout est à faire, tout est à créer,
Et il a vraiment contribué à ce que beaucoup de choses se fassent et beaucoup de choses se créent. Il faut savoir qu'André Citroën, Henri-Jacques Citroën, était quelqu'un de très travailleur. Il faisait tout. C'est-à-dire qu'il était le petit employé comme le patron. Il pouvait être ingénieur, directeur de production, directeur commercial. Rien ne lui échappait. Dans cette phase-là où il n'y avait pas trop de monde, parce qu'après, quand il a commencé à produire les obus et produire des automobiles, ça devient autre chose. Mais à ce moment-là, effectivement, c'était presque un one-man show. C'est-à-dire, ça se passait comment ? C'est-à-dire qu'il surveillait tout, il travaillait tout avec ses copains et puis ça s'arrêtait là ? Oui, c'est-à-dire que comme les entreprises n'étaient pas si grandes, il était sur le qui-vive en permanence et il veillait sur tout ce qui se passait pour faire progresser la société comme il faut. Oui, je crois qu'elle a doublé en 10 ans la production. Des engrenages ? Oui. Oui, c'est allé très très vite. Oui, Et c'est allé au-delà de la France, parce que je crois qu'en Europe centrale, on a adopté les premiers engrenages d'André Citroën. Ah mais tout à fait, oui. Et puis ça s'est étendu dans le monde progressivement au cours du siècle. Après, c'est vraiment quelque chose, une technologie qui est toujours d'actualité, les engrenages à chevrons. Mais ça, effectivement, personne n'y avait pensé avant. Il a été vraiment le pionnier dans le monde entier de ce genre d'outils. C'est-à-dire qu'il a eu le feeling, en voyant les engrenages en Pologne, que c'était l'avenir. Parce que si vous regardez son histoire, il n'invente rien, lui. Mais il est toujours, pour reprendre l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure, il est sur le qui-vive par rapport aux inventeurs. Et donc, il y a beaucoup d'inventions qui lui sont proposées. Et quand il en voit une qui mérite d'être examinée et d'être exploitée, il saute sur l'occasion et puis il fait ce qu'il faut. Voilà, c'est ce qui s'appelle être un visionnaire. Alors, on va retrouver dans quelques instants pour évoquer une autre date de la vie d'André Citroën, le 3 août 1914. À tout de suite sur Sud Radio avec Henri-Jacques Citroën. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Henri-Jacques Citroën, petit-fils d'André Citroën. Vous œuvrez, on en parlera tout à l'heure, pour que André Citroën entre au Panthéon. Et en attendant, on raconte le parcours de votre grand-père, sur lequel vous donnez régulièrement des conférences. On a évoqué ses débuts dans les engrenages. Et si je parle du 3 août 1914, c'est qu'il est mobilisé, comme beaucoup de Français, pour la déclaration de guerre. Il va partir sur le front, je crois, en tant que lieutenant et puis capitaine. Il a déjà fait 2 ans de service militaire. Ayant fait Polytechnique, il avait donc déjà un entraînement militaire, mais effectivement, il est envoyé au front comme tous les hommes valides. Et dès le début de la guerre, il est choqué par la mort de son frère Bernard, dont il était très très proche, dans une tranchée, en train de secourir un compagnon. Mais ce qui le choque aussi, c'est de voir, il s'en rend compte très très vite, quand je dis très vite, c'est au bout de quelques jours, peut-être quelques semaines maximum, que les Allemands envoyaient sur les lignes françaises beaucoup plus d'obus que le contraire. Donc il s'est dit, c'est pas possible d'en rester là, il faut faire quelque chose parce que sinon on va perdre la guerre. Donc il demande à la famille de lui obtenir une audience avec le ministre de la Guerre pour lui proposer la construction immédiate d'une usine d'obus. Donc la famille obtient l'audience. Il n'était pas connu à l'époque, perçu comme un petit industriel brillant, mais sans plus. Et il se trouve face au ministre de la Guerre, et comme le gouvernement français n'avait rien à perdre, on lui donne le feu vert. Et donc là, il fait quelque chose qui est très étonnant pour ceux qui connaissent l'industrie. En l'espace de 4 mois, il achète les terrains de Javel, là où se trouve le parc André Citroën actuellement. Il construit le bâtiment de l'usine, et quand on construit une usine d'obus, c'est pas un petit atelier du coin, là, c'est vraiment un grand bâtiment. Il achète les machines, il établit le process de fabrication, passe des accords avec les fournisseurs, il embauche pour commencer 3500 personnes, dont les 3/4 étaient des femmes, puisque les hommes étaient au front. Et en 4 mois, l'usine commence à produire. 4 mois après avoir obtenu le feu vert du ministre de la Guerre. Et pour que les femmes travaillent dans de bonnes conditions, nurserie, garderie, infirmerie, vestiaire avec douche, prime d'accouchement, prime d'allaitement. On est en 1915, en pleine guerre. Et je crois qu'il va produire quelques 10 000 obus par jour, Henri-Jacques Citroën. Oui, puis la production... alors j'ai plus, pour être franc, j'ai plus le chiffre en tête au démarrage et puis à la fin, parce qu'à la fin, il y avait 13 000 personnes dans l'usine. Et 23 millions d'obus qui ont été construits. Exactement. Donc, il a contribué fortement à la victoire de la France et des Alliés de la Première Guerre mondiale. Pour parvenir justement à cette performance, André Citroën s'est inspiré, je crois, du taylorisme, parce qu'il avait été voir Henry Ford aux États-Unis, et ça avait été pour lui un modèle, je crois.
Oui, tout à l'heure, je vous disais qu'il était allé aux États-Unis quand il a été embauché par Morse pour redresser l'entreprise Morse. Mais c'est pas à ce moment-là qu'il rencontre Henry Ford, contrairement à ce que certaines personnes ont pu écrire. Il rencontre Henry Ford quand il est déjà, lui, un industriel de l'automobile, quand il retourne aux États-Unis pendant les années 20. Mais à l'époque, il visite de nombreuses industries et il rencontre des nombreux industriels. Et puis il se dit... c'est de là que viendra l'avenir. Et d'ailleurs, quand on travaillait chez Citroën, au moment où il a commencé à produire les voitures en 1919, dont on va parler dans un instant, pour pouvoir travailler comme ingénieur, il fallait parler anglais. Et il parlait anglais. Oui, lui, il parlait anglais, mais les ingénieurs, vous voyez, déjà en avance sur son temps à l'époque, pour pouvoir travailler chez Citroën, il fallait parler anglais. Et Henry Ford, justement, il y a un jour une anecdote, il engage chez lui un expert de l'efficacité du rendement et dit, mais dites-moi toutes les personnes qui ne fichent rien, je les mettrai à la porte. L'expert revient et dit, il y a un monsieur qui ne fait rien, il est sur son bureau en permanence avec les pieds sur le bureau. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut le virer. Et l'autre fait non parce que je le paye pour penser. Ah oui, et c'est comme ça que l'homme a été gardé, ce qui est authentique. Ah oui. Alors donc, il va participer à ce que la guerre soit gagnée par la France, et ensuite il va reconvertir, je crois, son usine du quai de Javel pour en faire la première usine de construction automobile. Voilà, c'était son projet depuis longtemps. Il s'était dit, quand la guerre sera terminée, la paix sera revenue, je vais produire des voitures, mais je vais les produire à grande échelle. Parce que avant la Première Guerre mondiale, la production automobile, qui était le fait de nombreux constructeurs, il y avait beaucoup de constructeurs plus ou moins grands, c'était en fait un artisanat à grande échelle, un artisanat un peu spécial, parce que à l'époque, les voitures n'étaient pas standards, elles étaient achetables en fonction des besoins ou en fonction des désirs du client. Alors André Citroën dit, moi je vais faire des voitures qui seront toutes faites, parce que encore une fois, les voitures avant, elles s'achetaient avec tout en option, sauf le volant et les roues. Carrément, c'était pas facile. Non, mais vous pouviez acheter une voiture sans les phares, vous pouviez acheter une voiture avec juste 2 sièges, tout était en option, et c'est lui qui choisit le volant à gauche. C'est lui qui détermine que le volant sera à gauche. Donc, il commence à produire des voitures à grande échelle en appliquant les méthodes qu'il a vues aux États-Unis. Oui, et en même temps, à un prix défiant toute concurrence. Voilà, c'était l'idée. L'idée, en fait, c'était de donner une grande mobilité à la population et aux entreprises pour rapprocher les gens, faciliter l'essor économique de la France, une France qui sortait détruite de la guerre. Et c'était vraiment son objectif majeur. Donc il fallait que la voiture soit en prix accessible à tous. Et donc les premières voitures qui sortent, la Type A, elle a un prix qui défie toute concurrence. Et comme il se met à produire des voitures à très grande échelle, il se dit, il faut que je les vende, mes voitures. Et c'est là qu'il imagine, au cours des années, toute une série d'initiatives, de mesures, d'opérations qui vont lui faire créer, comme a dit un journaliste il y a quelque temps, en parlant d'André Citroën, il a créé le buzz. Et effectivement, on va en parler tout à l'heure, mais quand on pense aux voitures, il y a une des premières chansons sur l'automobile qui a été un triomphe. Pour promener, Mimi, ma petite amie, Mimi, et son jeune frère Toto, j'ai une auto. Je l'ai payé 300 balles chez Monsieur Hannibal, le marchand d'occasion de la rue de Lyon. Georgius, qui était une star, on a oublié, mais quand on voit que on a cassé des fauteuils pour Claude François, Johnny ou Gilbert Bécaud, on a bloqué l'Alcazar de Marseille parce qu'on ne pouvait pas rentrer, il y a eu une émeute parce que Georgius chantait et que personne d'autre ne pouvait le voir. C'était une immense vedette. Donc c'est vrai, alors c'est vrai qu'il fait beaucoup d'initiatives, mais je crois qu'il y a un jour important dans la vie d'André Citroën, c'est le salon de l'automobile de 1921 où il présente justement les premières voitures et c'est un événement. C'est un événement, et si je ne me trompe pas, c'est lors de ce salon de l'auto qu'il crée, je reprends l'expression, le buzz, oui, en faisant décoller un avion. Tout à fait. Qui écrit le nom Citroën dans le ciel de Paris, y compris les trémas, ce qui c'est pas facile à faire pour un avion. Et donc, à l'inauguration du salon de l'auto, tout le monde ne parle plus que de ça. Voilà. Donc, et le nom, je crois, faisait 5 km de long. Oui, exactement. Oui, c'était des lettres
gigantesque. Ça a été d'ailleurs reproduit, cet exploit a été reproduit lors du centenaire de Citroën. Aussi, il y a un avion qui a écrit le nom de Citroën dans le ciel de la Ferté-Vidame. Et quand on voit d'ailleurs l'affiche du salon de l'automobile, je ne sais pas si vous l'avez vu en 1921, on annonce que ce salon, c'est l'exposition internationale de l'automobile du cycle des sports, et il y a un monsieur muscle à la place du bouchon d'une voiture. C'est une affiche extraordinaire. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est assez étonnant. Pourquoi le sport là-dedans? Ça n'a pas de rapport, mais c'est comme ça. Alors, c'est vrai que, vous le disiez, il a lancé la première grande campagne de promotion de l'histoire, le Buzz, et je crois qu'il y a eu 16 000 demandes de renseignements en quelques semaines parce qu'il proposait d'acheter une voiture, André Citroën. Oui, il a fait beaucoup de choses là pour faire connaître la voiture. Je ne sais pas si vous connaissez cette lettre qu'il a envoyée aux propriétaires de chevaux. Allez-y. Il a créé tout de suite un département marketing. Bien sûr. Qui était hyper actif. Bien sûr, à l'époque, c'était pas si sûr que ça. Quand on connaît le personnage, c'est évident. Non, là, c'est évident. Je suis d'accord avec vous. Et donc, il envoie la lettre à des milliers de propriétaires de chevaux et il leur dit, moi j'ai un exemplaire de la lettre, il leur dit, vous avez un cheval, le cheval, il faut le nourrir tous les jours. La voiture, vous lui donnez de l'essence quand elle en a besoin. Le cheval, il peut marcher tant d'heures par jour, la voiture, il n'y a pas de limite. Le cheval, il peut faire telle distance dans la journée, la voiture, elle n'a pas de limite. Donc, acheter une voiture. Donc, et il signe de sa main des lettres et tout ça, ça part à gauche et à droite. Il crée des agences et des concessions partout en France très très vite parce qu'il se dit il faut que j'ai les relais, il faut que j'ai ces points d'appui que sont les agents et les concessionnaires. Et il fait ça en France mais ailleurs aussi. Il envoie des directeurs en Russie, il les envoie dans les pays européens. Donc c'est immédiatement une énorme infrastructure commerciale qui se crée. Et alors il y a certaines personnes qui disent que c'est André Citroën qui crée la RSE. Pourquoi? Parce qu'il prend toute une série d'initiatives comme par exemple offrir à la ville de Paris l'illumination des monuments. Oui. Vous voyez qu'il y avait des super monuments, on les voyait pas la nuit, bon, on va les illuminer. Donc j'offre ça à la ville de Paris. Les panneaux de signalisation sur les routes de France, des routes qui étaient naissantes quand même, il n'y avait pas beaucoup de routes encore à l'époque. Les panneaux, c'était offert par la société Citroën. Et ainsi de suite, un réseau de taxis, un réseau d'autobus pour les gens qui ne pouvaient pas s'acheter la voiture, donc il y avait des autocars qui circulaient partout en France. C'était en permanence des actions qui étaient menées pour faire parler de la marque et faire parler de lui. Voilà. Et il y en a eu d'autres d'ailleurs, et on va en évoquer une à travers une date clé aussi, le 4 avril 1931. A tout de suite sur Sud Radio avec Henri-Jacques Citroën pour parler d'André Citroën. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Henri-Jacques Citroën, petit-fils d'André Citroën. Vous œuvrez, et on en parlera tout à l'heure, pour que votre grand-père entre au Panthéon. Et on évoque son parcours, justement, qui sont des arguments forts. Et j'ai trouvé une date, le 4 avril 1931. Écoutez. Qu'est-ce que c'était la croisière jaune? C'était, si vous voulez, la dernière étape de la trilogie lancée par Citroën. Alors c'est André Cécillon qui parle, c'est un document très rare. C'est un mécanicien qui a fait la croisière jaune, qui a permis de relier Beyrouth à Pékin en 315 jours. Et ça encore, c'est André Citroën, Henri-Jacques Citroën. C'est bien de rappeler ça, mais il faut aussi souligner quelque chose, c'est qu'avant la croisière jaune, on va en parler bien sûr. Il y a la croisière noire, et avant ça, il y a la traversée du Sahara. Alors on va commencer, donc il a l'idée au départ, je crois que c'est parti des auto-chenilles dont il avait racheté presque le brevet au tsar Nicolas II. Voilà, il a racheté le brevet à un ingénieur qui était russe, qui a émigré en France, qui s'appelait Kegress. En fait, l'auto-chenille, c'est l'ancêtre de nos voitures tout-terrain. C'est une voiture dont les roues avant sont comme dans toute voiture et l'arrière des chenilles comme les chars. Donc c'est des voitures qui peuvent circuler partout et ce sont elles qui ont traversé le Sahara, puis toute l'Afrique dans le cadre de la croisière noire, puis toute l'Asie de Beyrouth jusqu'à Pékin. Et je peux vous dire que les expéditionnaires de toutes ces grandes aventures, c'est des héros physiquement parlant. J'ai eu l'occasion de conduire un jour une auto-chenille, un mer de sable près d'Ermenonville. Je vous assure que la place du conducteur, elle est moins confortable que le strapontin du métro. Ah oui. Et vous dites que
vous allez faire 12 000 kilomètres de Beyrouth jusqu'à Pékin en traversant des déserts, toutes sortes de paysages, l'Himalaya et autres, assis dans de telles conditions, c'est remarquable. Alors la croisière jaune. Alors on en revient d'abord à la première parce qu'il a l'idée justement pour la traversée du Sahara. J'en reviens aux chenilles parce que je crois que c'est Nicolas II qui a fait faire les premières auto-chenilles parce qu'il y avait de la neige en Russie. Voilà. Et donc, voyant ça, André Citroën, toujours génial de ce côté-là, achète le principe. Alors je ne sais pas qui appartenait le brevet, je pensais qu'il appartenait à l'ingénieur Kegress qui lui a inventé la chose. Oui, mais c'est à Nicolas II qui l'a acheté. Ah bon, d'accord, très bien. Bon, voilà, vous en savez plus que moi, c'est bien. Donc, bon. Et je crois que la première traversée du Sahara, il est l'idée pendant la guerre, justement, quand il était en pleine guerre, de dire, tiens, c'est des choses qui peuvent se passer en temps de paix. Pendant la guerre, vous savez que pendant la Première Guerre mondiale, quand il fabriquait les obus, en même temps, le gouvernement français, voyant que c'était quelqu'un qui était très efficace, lui a confié l'alimentation des citoyens de la ville de Paris. Et il se rend compte à ce moment-là qu'il y a beaucoup d'aliments qui viennent d'Afrique, de nos colonies, puisqu'à l'époque on avait des colonies, mais il se rendait compte que le transport de ces marchandises était compliqué. Et donc il se dit, il faut qu'on facilite la communication avec tous ces pays, donc on ouvre des voies de communication, et au passage, il faut que nous connaissions toute l'Afrique, ouvrir des voies aussi au-delà de la moitié nord de l'Afrique, et connaître les populations. Et donc, à bord des expéditions, vous aviez toute une série de scientifiques. C'était pas simplement des conducteurs. Vous aviez des ethnologues, anthropologues, historiens, géologues. Vous avez un cinéaste, photographe, le peintre Yakovlev. Donc, c'était des expéditions qui étaient vraiment scientifiques. Et lui, il voulait rapprocher les populations grâce à ça. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que le premier symbole de cette traversée, c'est un courrier, le premier courrier transsaharien. Ah voilà, exactement. Quand il traverse le Sahara, première fois qu'une voiture le fait, il n'y a aucune piste, aucune route, évidemment, rien du tout à l'époque. Il arrive à Tombouctou avec le premier courrier. Et d'ailleurs, André Citroën, quand il apprend que l'expédition arrive à terme, il fait cette fameuse déclaration: le chameau est mort, Citroën le remplace. Voilà. Et donc, il récidive avec la croisière noire. Alors, la croisière noire, la croisière noire, son démarrage a eu lieu exactement il y a 100 ans, en octobre 1924, donc ça va être commémoré. Et l'idée, c'était, comme je viens de le dire, de découvrir tous ces pays, et de se rapprocher des populations. Et c'était pas une mince affaire, parce qu'ils allaient passer par des endroits où il n'y avait vraiment même pas l'ombre d'une piste. Il y avait même, à certains moments, ils passaient par des plaines où il n'y avait pas de point de repère, avec des herbes de plus de 3 mètres de haut, et pour avancer, il fallait se guider comme en pleine mer avec des sextants. Et donc, l'expédition arrive au milieu de l'Afrique et se sépare en 3. Il y en a une partie qui va vers l'océan Indien, l'autre Afrique du Sud et l'autre qui va vers l'Atlantique. Et grâce à ça, on a obtenu une infinité d'informations sur tout le continent. Et ça, c'est rien du tout à côté de la croisière jaune qui a été vraiment le sommet et qui dit quelque chose de totalement invraisemblable au départ, Henri-Georges Citroën. Ben, oui, la croisière jaune, moi je dis toujours que c'est la plus grande expédition de l'histoire du monde. Parce qu'on n'a jamais fait quelque chose d'équivalent. Et André Citroën, quand il la lance, il dit c'est le test ultime pour les hommes et pour les machines. Mais il avait aussi ajouté que l'automobile doit renverser toutes les barrières qu'il y a entre les populations du monde. Mais la croisière jaune a été non seulement difficile, mais périlleuse. Je crois que des hommes, ils sont restés, des hommes de l'équipée de cette croisière jaune. Oui, à la fin, celui qui dirigeait la croisière jaune et qui dirigeait les autres croisières, qui était Georges Mariart, qui était le bras droit de mon grand-père, c'était son ami, c'était celui qui calmait ses ardeurs. Il meurt de maladie après être arrivé à Pékin. Mais effectivement, la traversée a été très compliquée. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits là-dessus, parce que on vous rendez compte, à l'époque, Beyrouth, il fallait traverser la Syrie, la Perse, l'Irak, l'Inde, et puis quand ils arrivent en Inde et qu'ils s'apprêtent à passer au sud de l'Union soviétique, l'Union soviétique retire son autorisation. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés, pour pouvoir continuer, ils sont obligés de traverser l'Himalaya. C'est fou, hein? Ils ont hésité, hein, parce que d'abord il fallait pouvoir
physiquement le faire. Donc avant, ils font une petite expédition à cheval pour voir quelle était la largeur des chemins à flanc de montagne. Et Georges Mariart se rend compte qu'il y avait 2 cm de marge. Donc ils y vont, et puis il y a la fameuse image que l'on retrouve très facilement sur Internet, où la voiture de tête, tout d'un coup, a tout ce qui est dessous qui s'effondre. Ils sont avec un précipice horrible sur le côté, et elle se repose que sur les roues avant et les chenilles. Et donc le conducteur descend avec grande prudence, et ils sont obligés de démonter les voitures et continuer l'expédition à dos d'homme, les voitures à dos d'homme. C'est extraordinaire. Et alors après... la traversée du désert de Gobi, etc. Mais enfin, on peut en parler en désert. Oui. Mais enfin, c'était quelque chose d'exceptionnel. Alors, je sais que les essais préparatoires sont déroulés dans le Massif central, sur le Causse-Méjean, parce que le climat ressemblait à celui qu'ils allaient connaître pendant cette traversée. Bon, les climats ont été très variables, hein, parce que quand vous traversez un continent si grand, et puis en plus ça pendant plusieurs saisons, ouais. ils ont tout connu. Mais effectivement, ils se sont entraînés dans le centre de la France, et puis après, ils ont fait ce qu'il fallait faire pour aller de l'avant. Et encore une fois, des héros, parce que c'était extrêmement compliqué d'un point de vue physique à traverser toutes ces épreuves. Voilà. Et justement, à propos d'avant, il ne faut pas oublier que la traction avant, c'est aussi André Citroën, Henri-Jacques Citroën. Alors, la traction avant, dont on célèbre les 90 ans cette année, en fait, c'est une invention d'un industriel américain qui s'appelle Edward Budd, qui était un peu un complice industriel, un complice en affaires de mon grand-père. Donc un jour, Edward Budd, aux États-Unis, lui dit « J'ai eu l'idée de la traction avant pour les voitures ». Et ça attire l'attention d'André Citroën, qui dit « Non, mais c'est génial, je t'achète le brevet ». Parce que l'industriel en question ne fabriquait pas de voitures. Et donc, il achète le brevet, et puis là, il fait un pari énorme pour dessiner la voiture, la carrosserie. Il demande à un sculpteur italien, Bertoni, qui n'avait jamais vraiment dessiné une voiture, vas-y, dessine-moi la traction avant. Et c'est comme ça que c'est né. Et moi, je me souviens dans mes jeunes années de journalisme avoir rencontré l'ingénieur Grégoire, qui a collaboré aussi à la création de cette traction avant. Ah oui, il y avait toute une équipe qui était autour, parce qu'ils étaient nombreux, parce qu'il y avait l'ingénieur Lefebvre aussi, qui pour toute la partie motorisation, et donc il y avait toute une équipe autour, comme toujours d'ailleurs, tout ce qu'a fait André Citroën, c'était avec des équipes. Alors le problème, c'est qu'il construit une usine gigantesque, mais autant il est bon côté ingénieur, autant côté comptable, c'est pas ça, et il va se retrouver dans des dettes considérables, qui sont aggravés, je crois, par sa passion du jeu, car il joue beaucoup au casino, André Citroën. C'était une distraction importante pour lui, mais comme ça a été démontré, mon père, ma tante et mon oncle ont fait le nécessaire pendant les années 60-70 pour montrer que ce qui était joué au casino, qui pouvait être perdu ou parfois gagné, ça n'avait rien à voir avec la gestion de l'entreprise, et les sommes en jeu n'avaient rien à voir. Quand vous avez une industrie de la taille de ce qu'était Citroën, c'est pas parce que vous jouez au casino, même aujourd'hui, si on prenait des chiffres, c'est pas parce que vous avez perdu 1 million d'euros ou 2 millions d'euros, qui sont des sommes considérables, mais quand vous avez des usines qui produisent des milliards et des milliards, je dis ça pour faire une comparaison de l'époque par rapport à maintenant. Et donc, ça n'a rien à voir. En fait, qu'est-ce qui s'est passé avec André Citroën? Quand Georges Mariart meurt à la fin de la Croisière jaune, donc André Citroën n'a plus la personne qui calme ses ardeurs. Il visite, en l'an 32, il visite la nouvelle usine de Renault à Billancourt. Et Louis Renault, qui était son grand concurrent, son grand rival, avait modernisé son usine. Et quand André Citroën voit ça, il se dit, c'est pas possible que mon concurrent ait une usine qui soit plus performante que la mienne. Donc, en pleine crise économique mondiale, il se dit, moi, je transforme la mienne en pleine crise, alors que les ventes de tout le monde étaient en diminution. Et donc, il le fait sans arrêter l'usine. Et puis, les difficultés financières s'aggravent. Et les problèmes de trésorerie s'aggravent. Les banques ne l'aident pas, parce qu'il avait toujours maintenu une certaine distance vis-à-vis des banques. Oui. L'État ne l'aide pas. Les seuls qui l'aident à ce moment-là et qui lui apportent de l'argent, mais c'était insuffisant, c'était les agents. Mais quand la chose s'est vraiment aggravée,
il n'y avait plus personne pour l'aider, et donc c'est le début de la fin. Voilà, il a dû céder son usine à Michelin, je crois, à Pierre Michelin, et il en est mort parce qu'il Oui, il est mort. Oui, il pouvait même plus se battre parce qu'il était en prison. Non, pas, excusez-moi. Que je dis en prison parce que je l'imaginais enfermé dans la clinique où il était. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai commis ce lapsus, parce que à partir de février 1935, il était donc dans une clinique et il est mort en juillet. Donc il était donc enfermé dans cet hôpital et il pouvait plus se battre. Et puis on lui a fait signer, c'est ce qu'a écrit mon père dans un livre, on lui a fait signer un certain nombre de choses. Et puis quand il est mort, tout d'un coup, la famille s'est rendu compte que on avait tout perdu, on n'avait plus perdu les intérêts. Donc Michelin reprend. Et puis quelques mois après, l'attraction avant qui devait sauver André Citroën, il s'était dit c'est celle qui va me sauver. Il la sort trop tôt. Elle a quelques défauts, donc les gens ne sont pas contents, les acheteurs rendent la voiture, etc. Et une fois que les problèmes de trésorerie ont été résolus par Michelin, là, c'est le grand essor et puis le grand succès de l'attraction avant. Voilà. Et aujourd'hui, justement, vous tentez, et j'espère avec succès, une réhabilitation. On en parle à travers une date qui est une date clé aussi de cette tentative, le 30 novembre 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Henri-Jacques Citroën. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Henri-Jacques Citroën, petit-fils d'André Citroën. On a raconté le parcours de votre grand-père avec son génie de la construction et puis sa chute, parce que effectivement les problèmes comptables ont été insurmontables. Et vous arrivez aujourd'hui avec une mission, et cette mission, le déclic correspond à une date, le 30 novembre 2021, un hommage au Panthéon à cette femme. J'ai deux amours, mon pays Paris. Joséphine Baker, J'ai deux amours. Alors, pour votre culture personnelle, cette chanson est née par hasard. La veille de la première au Casino de Paris, elle emmenait la revue et chantait. Il manque un titre. Vincent Scotto et Géo Marlet arrivent. Ils n'ont rien. Et devant un bec de gaz, devant le Casino de Paris, ils ont cette idée. Ils écrivent J'ai deux amours. C'est né en quelques minutes. Ah, d'accord, oui. Et c'est vrai que ça a été ce déclic pour vous lorsque Emmanuel Macron a fait entrer Joséphine Baker au Panthéon. Oui, c'est vrai. Je suis en vacances. On est au mois d'août 2021. Et puis tout d'un coup, j'apprends que Joséphine Baker va être panthéonisée. Et comme elle avait des relations assez étroites avec mon grand-père, puisqu'ils se voyaient assez souvent dans toutes sortes de fêtes. D'ailleurs, elle a chanté dans une séance dont je vous parlerai après, J'ai deux amours, Citroën et Paris. Oui. Bon. Et donc, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, Joséphine Baker entre au Panthéon, André Citroën entre au Panthéon aussi. Alors justement, voilà. les liens entre Joséphine Baker et André Citroën, je crois qu'ils se sont retrouvés dans des fêtes, notamment lorsqu'elle avait son cabaret chez Joséphine du côté de Pigalle. Ils venaient souvent le soir. Et puis, il y a eu effectivement une rencontre avec des chansonniers. Voilà. André Citroën adorait les chansonniers, parce qu'il se moquait de lui, parce qu'il était très connu à l'époque. Et d'ailleurs, mon père me raconte qu'ils allaient souvent au théâtre de 10 heures, qui à l'époque était le temple des chansonniers. Et puis quand il arrivait, les chansonniers, ah, bonjour Citroën, bon voilà. Et puis un jour, il a l'idée de les réunir dans un grand déjeuner, dans un restaurant à Paris, en présence de Joséphine Baker, le président Édouard Herriot, et André Citroën leur propose un concours. Et le concours, il le définit en vers lui-même. Et alors, il s'adresse aux chansonniers. Alors, les premiers noms que je vais vous dire, c'est le nom des chansonniers. Le Lièvre, Morisset, Balta, Rope et Dorin. Vous m'avez maltraité de quatrain en quatrain. Grâce à moi, chaque soir, vous cueillez des bravos. Au meilleur d'entre vous, j'offre une 5 chevaux. Ouais. Et donc, il les invite à écrire des quatrains pour se moquer de lui. Et celui qui allait écrire le meilleur quatrain remportait une voiture. Et celui qui l'emporte, c'est un chansonnier qui s'appelle Léo Le Lièvre, qui était très connu à l'époque. Et le poème est le suivant. Le lièvre, mon aïeul, que l'on blague à la ronde, par la tortue un jour fut battu de très loin. Moi, grâce à Citroën, je gratte tout le monde. Rien ne sert de courir, faute un moteur au point. Voilà, c'est extraordinaire. Donc vous voyez, il avait de l'humour, une certaine générosité, et puis toujours l'idée de faire du bruit. Et puis, parce que tout le monde en a parlé de ce concours, et puis les chansonniers trop contents de partir avec une voiture.
Voilà. C'était le génie de Voilà. Citroën. Vous êtes donc son petit-fils, et je crois d'abord que votre grand-mère, c'est au Touquet, je crois, qu'elle a rencontré votre grand-père, et qu'ils se sont aimés. Elle était toute jeune, toute jeune, et ça a été un coup de foudre. Oui, ça a été un coup de foudre, et puis la femme de sa vie sont restés très très proches. Et André Citroën, il avait deux amours. C'était la famille, dont il était très proche en permanence, et ses usines. Parce qu'en fait, il ne possédait rien. C'est quelque chose qui frappe les gens. Et par exemple, son appartement à Paris était loué. Sa maison à Deauville, la maison qu'il utilisait pour les vacances, était louée. La seule chose qui l'intéressait, c'était l'usine. Et pourquoi ? Parce que ça lui permettait de faire, et c'est comme ça qu'il le ressentait, de faire évoluer le pays, l'économie, l'industrie, l'automobile. C'était un vrai outil d'influence. Et l'influence, et c'est pour ça que j'ai entamé la démarche Panthéon, parce qu'André Citroën n'est pas simplement connu parce que ça a été un grand industriel visionnaire qui a révolutionné l'industrie, mais c'est parce qu'il y a une composante sociétale majeure. Par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure dans l'usine des obus, mais ensuite dans l'automobile, le traitement accordé aux femmes. Et regardez, pendant les années 30, il fait quelque chose qui est vraiment insolite. Il lance une campagne de publicité, des très jolies publicités faites par des artistes. C'était pas de la réclame, c'était vraiment de la publicité moderne sur le thème « La femme moderne ne circule qu'en Citroën ». Il s'adresse à une clientèle qui n'existe pas encore. La voiture pour les femmes dans les années 30, c'était un symbole de liberté, c'était les débuts du féminisme. Mais les femmes n'avaient pas de permis. Bien sûr. Enfin, elles pouvaient l'avoir, mais il y en avait très peu qui l'avaient. Donc vous vous adressez à une clientèle qui n'existe pas encore. Donc, vous voyez, pour revenir à ce que vous me demandiez sur le Panthéon, et pourquoi la démarche ? Parce qu'on est aujourd'hui dans un contexte de réindustrialisation de la France. Donc il y avait quelqu'un qui a fortement contribué. On est dans un contexte de recherche de la cohésion sociale. André Citroën a été vraiment un maître dans ce domaine. Renforcement du rôle de la femme, je viens de le dire. La recherche de l'excellence technologique. On est en plein dedans, on y est depuis longtemps, parce que pendant les années 60-70, la France a été brillantissime dans ce domaine et on essaye de se maintenir au niveau d'un certain nombre de pays. Et donc tout ça autour d'un personnage qui est issu de l'immigration et qui fait partie d'une famille européenne. Donc, et qui en plus était optimiste en permanence. C'était l'optimisme permanent. C'était quelqu'un qui croyait en l'avenir, qui croyait en son avenir, qui faisait tout avec détermination et puis un charisme qui sort de l'ordinaire. De tous les gens qui l'ont rencontré, j'en ai rencontré un certain nombre qui l'ont côtoyé, quand j'étais petit, quand j'étais jeune adulte, et ils étaient impressionnés. Mais d'ailleurs, quand on lit des livres sur lui, il était tellement proche des gens, et il savait parler aux uns et aux autres. Regardez, quand il reçoit Lindbergh, qui vient de traverser l'Atlantique, il se passe quelque chose d'intéressant. Lindbergh, donc, traverse l'Atlantique en solitaire. Quand il arrive près des côtes françaises en pleine nuit, il est guidé, et il le dit en atterrissant au Bourget, j'ai été guidé par le nom Citroën sur la Tour Eiffel. Quand mon grand-père entend ça, il l'invite immédiatement à visiter les usines. Donc Lindbergh se rend dans l'usine Citroën à Javel avec l'ambassadeur des États-Unis, il visite l'usine, et ensuite mon grand-père organise un banquet pour 6000 personnes. Les 6000 personnes, c'était les 6000 ouvriers. Et voilà, exactement. Alors, il faut savoir aussi, Henri-Jacques Citroën, c'est que vous n'êtes pas du tout dans cet univers au départ. Je crois que vous avez travaillé pendant 30 ans dans le commerce extérieur, et notamment au Venezuela. Oui, je suis parti exprès au Venezuela, parce que c'était le moment, quand je terminais mes études, je voulais pas grandir dans une société que je trouvais figée, la société française. Je me suis dit, je vais mieux aller dans un pays neuf, et puis et grandir avec d'autres moules. Et puis je reviendrai le moment venu. Et donc je suis revenu il y a 7 ans. Et alors pendant toutes ces années, j'ai représenté beaucoup d'industries françaises au Venezuela. Donc je vendais des produits sidérurgiques français, des produits métallurgiques. Incidemment, l'entreprise des engrenages Citroën, qui fait qu'un concours de circonstances, ça fait que je les ai représentés. Je distribuais Tétinger, la porcelaine Limoges, etc. Et pendant les 15 dernières années, je conseillais les grands groupes français comme Total, Lafarge, Sanofi, Veolia, Lactalis, etc., dans le domaine des relations institutionnelles, la communication et la RSE, dans un contexte qui était particulièrement compliqué, puisque c'était la révolution de Chavez qui avait commencé. Oui, donc et celle de Maduro. Non, c'était pas simple. Et
et je vais vous faire une petite confidence. Tout d'un coup, j'ai l'impression de revivre en ce moment en France ce qu'on a vécu au début. Voilà, c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose, mais vous voyez, il y a des perturbations qui s'annoncent que j'ai déjà vécues. Voilà. Alors, il se trouve aussi que vous revenez en France et il y a des comités Citroën qui sont constitués, des fans dans les voitures anciennes, et c'est peut-être ce qui va vous décider, avec le centenaire de Citroën, à tenter cette démarche de panthéonisation. L'amicale Citroën internationale, dont je suis l'ambassadeur, elle est composée de 80 000 adhérents. Souvent, je dis aux hommes politiques, je suis à la tête d'un parti de 80 000 militants. Bon, et ça les fait sourire. Effectivement, c'est la marque la plus collectionnée au monde. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de clubs, c'est pour ça qu'il y a tellement d'adhérents. Et pendant l'année du centenaire, en 2019, j'ai vécu des choses qui m'ont transformé. Parce qu'il y a eu des rassemblements partout. C'est très rare, c'est unique, j'allais dire, qu'une entreprise fête son anniversaire pendant toute une année. Ça n'existe nulle part, mais quel que soit le produit, je veux dire, ça n'existe pas. Et là, pendant toute l'année, il y avait des célébrations ici et là, et partout, je ressentais une émotion, mais qui était intense de la part des gens. Et quand il y a eu le grand moment, il y a quand même un moment, le paroxysme de cette année, c'était le rassemblement du siècle qui a eu lieu à la Ferté-Vidame. On a reçu 60 000 personnes pendant 3 jours, et c'était ce que j'ai appelé dans mon discours le Woodstock de Citroën. Voilà. Et en même temps, vous donnez des informations régulièrement sur les réseaux sociaux, et les jeunes suivent ces informations, car c'est une transmission de génération. Ah oui, tout à fait, oui. D'ailleurs, ce que je voulais vous dire sur le rassemblement du siècle, il y avait 200 ou 300 journalistes qui étaient accrédités, et à la fin, j'ai été interviewé par une journaliste qui observait ce qui se passait, et elle m'a dit, il n'y a que 2 personnes en France qui peuvent recevoir autant de monde, de toutes origines sociales, toutes origines géographiques, de tous âges, avec un tel engouement et un tel enthousiasme, c'est Johnny Hallyday et André Citroën. Oui, dans 2 univers différents. Donc, vous avez constitué un comité avec des gens très sérieux qui vous soutiennent, Henri-Jacques Citroën, dans cette démarche de panthéonisation. Ah, tout à fait. Il y a un comité composé actuellement de 80 personnes, mais je suis en train de l'agrandir, je vais vous expliquer pourquoi. Mais dans le comité, il y a par exemple le sénateur Patria, qui est très proche de la présidence. Il y a un certain nombre de personnes donc, qui ont un accès au président, parce que comme c'est lui qui décide souverainement de qui rentre au Panthéon, donc c'est vraiment c'est lui qu'il faut convaincre. Mais en même temps, il y a des sénateurs, des députés, des ambassadeurs, des journalistes, des jeunes. J'ai essayé de faire en sorte que dans le comité soit représentée la société française dans sa belle diversité. Donc j'ai veillé à ce qu'il y ait des hommes, des femmes qui viennent de partout. Et pourquoi je vais l'agrandir? Parce que je me rends compte que on a une opportunité de transmettre toute une série de messages et d'enseignements pour les temps présents et futurs qui sont tout à fait positifs et qui rapprochent les gens. Par exemple, dans notre comité, j'aurais dû le dire, mais j'étais très fier de voir que le patron national de la CFTC, du syndicat CFTC, nous a rejoints. C'est intéressant de voir qu'un grand syndicaliste dit, moi, il faut qu'il y ait des gens comme André Citroën qui soient à la tête des entreprises. Donc, quand on réunit le comité, c'est intense, et c'est intense et extrêmement amical, l'ambiance qui règne. Et je me dis, non, mais on a une occasion de fédérer les gens et d'en parler. Et aujourd'hui, donc, le dossier est à l'Élysée, dans les mains des conseillers du président. Est-ce que vous avez vous avez une idée de ce que ça peut aboutir et quand, Henri-Jacques Citroën? Non, mais ça, c'est impossible de dire. Ça, c'est le président de la République qui a d'autres préoccupations en ce moment. Oui, mais le moment venu, il y aura une occasion, il y aura une opportunité au cours de laquelle il sera de l'intérêt, de son intérêt en tant que président de la République, mais surtout dans l'intérêt de la nation, d'annoncer la panthéonisation d'André Citroën, qui serait le premier industriel, le premier chef d'entreprise à rentrer au Panthéon. Et je pense, comme beaucoup d'autres personnes, que c'est le moment de rendre hommage à ceux qui ont contribué à faire la richesse de la France et des Français. Ouais, je crois qu'il avait comme slogan « Ça roule » au départ. C'est ce que je souhaite pour vous, c'est que ça roule et que votre démarche soit couronnée de succès. Merci. Merci en tout cas de défendre avec tant d'acharnement votre grand-père. Enthousiasme.
enthousiasme. Et enthousiasme et acharnement, parce que les deux, et je suis convaincu qu'un jour vous réussirez. En tout cas, nous serons là ce jour-là pour en parler sur Sud Radio. Ah bah ça sera avec plaisir, ça sera un grand moment. Eh ben merci en tout cas pour ce premier grand moment. Merci Henri-Jacques Citroën. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.